Ok, bon, salut, bienvenue à la chaîne. Euh, euh, j'ai décidé de créer une liste sur l'apprentissage automatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, nous allons introduire l'apprentissage automatique. Après, nous allons étudier les instruments d'analyse de données. Puis, nous allons parler pas à pas de ce que c'est que l'apprentissage automatique. Donc, c'est-à-dire tout ce que nous allons voir euh, ici comme modèle, nous allons les utiliser en théorie et en pratique. Ok. Le but de cette session est de démystifier l'apprentissage automatique et de vous donner une compréhension de base de ce que c'est, de ce que c'est, pourquoi c'est important et comment ça fonctionne. Le tout adapté aux débutants. Donc, aux débutants, ça vous concerne aussi. Je vous, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas si vous n'avez aucune connaissance au préalable en la matière. Nous allons construire cette connaissance étape par étape. Ok. Nous allons commencer par définir ce que c'est l'apprentissage automatique, puis nous discuterons des raisons pour lesquelles il est largement utilisé aujourd'hui et de son impact sur notre vie quotidienne. Ensuite, nous aurons une vue d'ensemble du processus typique lorsqu'on aborde un problème avec l'apprentissage automatique. Nous allons explorer les grandes catégories des techniques d'apprentissage automatique et nous verrons quelques exemples concrets de leur application. Nous aborderons également le défi courant rencontré dans ce domaine et quelques bonnes pratiques pour la surmonter. Enfin, nous terminerons par un aperçu de la suite du cours si vous décidez d'aller plus loin. Commençons par la définition. La citation classique vient d'Arthur Samuel en 1959, un pionnier dans ce domaine. Il a défini l'apprentissage automatique comme le champ d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé pour chaque tâche spécifique. Cela semble un peu abstrait, alors simplifions en gros. Au lieu de dire à l'ordinateur exactement comment résoudre un problème, chaque étape, à chaque étape, nous allons lui donner des données et le laissons apprendre par lui-même à identifier des modèles ou des structures de données, dans ces données. À partir de ces données, l'ordinateur va construire un modèle. Pensez ce modèle comme une sorte de cerveau artificiel qui a appris à partir des exemples que nous lui avons montrés. Une fois entraîné, ce modèle peut alors être utilisé pour faire des prédictions ou prendre des décisions sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Ouf. Bon, pour que cela fonctionne, trois éléments sont essentiels. Une tâche définie, on doit savoir ce qu'on veut que la machine apprenne à faire. Ce qu'on veut que la machine apprenne à faire, nous avons besoin des données d'apprentissage. C'est la matière première. Ce sont des exemples que nous donnons à un modèle pour qu'il apprenne. Ça peut être des images de chats, non-chats, avec leur étiquette, des données sur les maisons avec les prix, etc. Plus les données sont nombreuses et et de bonne qualité, meilleur sera l'apprentissage. Voyez cela comme un examen à l'école. Vous avez, euh, bon, quand nous apprenons nous-mêmes, on a le cours. Dans le cours, il y a toutes les réponses. Et maintenant, on a souvent des tests et des QCM qui nous préparent à l'examen même. Donc, l'apprentissage automatique, c'est on apprend les données. Donc, si vous copiez bien le cours, si vous avez un cours bien structuré, il vous sera plus facile d'apprendre. Si vous avez un cours mal structuré, il sera difficile d'apprendre. Donc, prenez cela euh, de la même façon. Euh, ok. On a besoin de moyens d'évaluer ces performances. Par exemple, le pourcentage d'images correctement classifiées, si on fait classification d'images, l'erreur moyenne dans la position des prix, et ainsi de suite. Même chose quand on prépare peut-être un examen.
Souvent, on peut faire des tests avant examen en ligne et à la fin, on voit notre performance. De même pour le voiture automatique. On a besoin d'une tâche précise, des données et des moyens d'évaluer. Maintenant, pourquoi tout cet engouement autour de la pêche automatique? Pourquoi il est devenu si important? Historiquement, pour beaucoup de tâches, les programmeurs écrivaient des règles très précises. Par exemple, pour détecter un spam, on pourrait écrire une règle comme si le courrier contient le mot gratuit, promotion, gagner de l'argent, alors c'est un spam. Mais que se passe-t-il si les spammers changent leur tactique? Il faudrait évidemment changer les fonctions. L'apprentissage automatique résout donc ce problème. Le modèle apprend des exemples de spam et non spam et s'adapte aux nouvelles formes de spam sans qu'on ait besoin de changer les règles manuellement. De plus, nous vivons dans l'ère du big data, c'est-à-dire nous générons d'énormes volumes de données chaque jour. L'apprentissage automatique est particulièrement efficace pour analyser ces grandes quantités de données et extraire des informations pertinentes, identifier des tendances ou des schémas que nous, humains, ne pouvons pas détecter. Enfin, l'apprentissage automatique est déjà omniprésent dans notre vie quotidienne, souvent sans que nous nous en rendions compte. Pensez au filtre anti-spam dans votre mail, aux assistants vocaux comme Siri, Google Assistant, donc Gemini, c'est comme ça qu'on appelle maintenant, qui comprennent ce que vous dites aux recommandations de produits, ou sur les sites de commerce en ligne, ou encore sur les outils de correction automatique. Flux de travail typique. Dans la pression automatique, voici le flux. D'abord, on définit le problème et les métriques de succès, les mesures de succès, les métriques. On collecte et on prépare les données. On fait de l'analyse exploratoire des données. En anglais, c'est EDA, en français, c'est AED. Dans cette analyse, on va essayer de voir les étudier en fait, ce qui se cache dans les données, les corrélations entre les valeurs, et ainsi de suite. On va sélectionner un modèle. Maintenant, évaluer sur le modèle, évaluer le modèle sur le test. Donc, l'évaluation, c'est on va voir les métriques sélectionnées, les métriques de succès, évaluer le modèle par rapport aux métriques. Et maintenant, on va ajouter les hyperparamètres pour savoir si on peut améliorer les performances par rapport aux métriques. Et enfin, on va déployer et surveiller. Euh, la, L'apprentissage automatique est utilisé dans une multitude de domaines. Voici quelques exemples d'applications. Nous avons la vision par ordinateur. C'est un domaine où l'apprentissage automatique a fait des progrès spectaculaires. On peut voir par exemple classification d'images, segmentation d'images et la perception, la perception pour les véhicules autonomes comme Tesla et ainsi de suite. Nous avons aussi le traitement automatique des langues, NLP, ou Natural Language Processing. Il s'agit de permettre aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de générer du langage humain dans l'écriture. Oui. Nous pouvons citer les chatbots comme GPT, Mistral, DeepSeek, Qwen, Kimi, j'ai dit Mistral, oui, j'ai dit Mistral. Lama, ouais, ok. Nous avons aussi des méthodes comme la prévision régression. La prévision régression, c'est quand c'est quand nous voulons prédire un prix, prévision, un prix, un chiffre précis. Clustering ou profilage, c'est quand nous voulons par exemple faire la segmentation des clients, on veut savoir parmi ces clients, quels clients se ressemblent. On veut les séparer, on veut classifier. Nous avons une détection d'anomalies ou de faux bancaires. Donc, on peut donner des données d'utilisation des cartes bancaires des clients à un modèle et on demande de détecter quelles sont les anomalies.
Et quand on voit les anomalies, on peut comprendre où il y a fraude ou pas. Aussi, les questions des fraudes peuvent être maintenant de nos jours avec certaines bases de données spécifiques, certains systèmes de gestion de bases de données spécifiques, surtout des graphes, on peut distinguer les fraudes. Donc, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Nous avons aussi les systèmes de recommandation. Si on peut dire, par exemple, si le client A est sportif, il aime courir, il aime faire du vélo. Si ce client achète des pizzas et que le client B est aussi sportif, aime faire du vélo, on peut lui recommander les pizzas. On peut classer les arguments d'interprétation automatique en plusieurs grandes catégories en fonction du type de signal d'entraînement qu'ils utilisent. Nous avons l'apprentissage supervisé. Dans ce cas, le modèle apprend à partir des données qui sont étiquetées. Cela signifie que pour chaque donnée entrée, nous connaissons déjà le résultat ou la catégorie cible du modèle. Les cas typiques sont classification et les régressions. Nous avons l'algorithme apprend à associer l'entrée à l'étiquette correcte. Nous avons une autre catégorie, l'apprentissage non supervisé. Ici, les données ne sont pas étiquetées. L'objectif de l'algorithme est de trouver des structures cachées dans les données, de regrouper des données similaires ou de réduire la complexité des données. Les tâches typiques incluent clustering, regrouper les données similaires, la réduction des dimensions, simplifier les données tout en conservant l'information importante et la détection d'anomalies. Nous avons l'apprentissage semi-supervisé. Cette approche est un mélange de deux précédentes. Donc, on utilisait des petites quantités de données étiquetées et une grande quantité de données non étiquetées pour entraîner le modèle. C'est utile lorsque l'étiquetage des données est coûteux ou prend du temps. Donc, le modèle apprend les données étiquetées et utilise les données étiquetées pour étiqueter utilise les données non étiquetées pour améliorer la compréhension des structures des données. Ensuite, nous avons l'apprentissage auto-supervisé. C'est un type d'apprentissage non supervisé où les étiquettes sont créées automatiquement à partir des données elles-mêmes. Par exemple, on pourrait masquer une partie d'une donnée et demander au modèle de prédire la partie masquée. Le signal d'entraînement le signal d'entraînement est dérivé des données d'entrée. Cela permet un pré-entraînement massif sur de nombreuses quantités de données étiquetées suivi d'un réglage fin sur des tâches spécifiques. Nous avons l'apprentissage par renforcement. Dans ce paradigme, un agent apprend à prendre des décisions interagissant avec un environnement. Comme nous l'avons vu, l'apprentissage supervisé consiste à prendre une correspondance entre les données X et les étiquettes de sortie Y. Les deux types d'apprentissage, les deux principaux types dans l'apprentissage supervisé sont la classification. La tâche est de prédire une étiquette discrète, c'est-à-dire choisir parmi l'ensemble fini de catégories. Et nous avons aussi la régression. La régression nous permet de prédire un chiffre prédéfini. Ça peut être le prix d'un article pendant l'hiver, pendant l'été, pendant l'automne. L'apprentissage non supervisé est particulièrement utile lorsque nous avons des informations claires sur ce que nous cherchons dans les données, ou lorsque l'étiquette des données serait trop coûteux ou impossible. Nous avons quelques exemples. Clustering. L'idée est de regrouper des données similaires en clusters. Nous avons la réduction des dimensions. Ici, nous utilisons quand nous voulons diminuer, visualiser les données à haute dimension.
Nous avons, comme nous avons déjà dit, la détection d'anomalies quand nous voulons identifier les fraudes. Et aussi, un encryptage, c'est quand nous voulons découvrir les outils cachés sans étiquette. Examinons de plus près l'apprentissage semi-supervisé et auto-supervisé. L'approche semi-supervisée est un hybride d'apprentissage supervisé et non supervisé. On dispose d'un ensemble de données où une seule partie est étiquetée, tandis que la majorité ne l'est pas. L'idée est d'utiliser des données pour commencer à apprendre et de se servir des données non étiquetées pour mieux comprendre la structure globale. Un exemple est le regroupement des visages sur la plateforme comme photo sur iOS, sur les iPhones, ou bien sur Google Photos. Souvent, on a des photos, des images de cette personne, et une fois qu'on dit cette personne, c'est Jean, subitement, on aura toutes les photos de Jean affichées. Toutes les photos où il y a Jean, on aura Jean affiché. OK. L'apprentissage non supervisé, l'apprentissage auto-supervisé. Ici, l'apprentissage est basé sur les pseudo-étiquettes qui sont générées automatiquement à partir de données elles-mêmes. L'algorithme est entraîné sur des tâches prétextes où les étiquettes sont créées à partir des données d'entrée, sans nécessiter un étiquetage humain. Un exemple très réussi est la prédiction des mots masqués dans les grands langages de modèles. Donc, on prend une phrase. Voilà comment fonctionnent les grands langages de modèles. On prend une phrase. Voilà comment ils apprennent en fait. Tu prends une phrase, on masque un mot, et la tâche du modèle est de prédire le mot masqué. Le modèle apprend ainsi prend ainsi une compréhension profonde de la langue. Donc, en masquant certains mots et en prédisant le mot, le modèle comprend le contexte dans la langue. Le grand avantage de l'apprentissage auto-supervisé est qu'il permet un pré-entraînement massif des nombres quantités de données, texte, images, etc. Une fois pré-entraîné, le modèle peut rapidement adapter, donc fine-tune, à des tâches spécifiques avec beaucoup moins de données étiquetées. Cela a révolutionné les domaines comme le traitement de langage naturel. L'apprentissage par renforcement. Dans l'apprentissage par renforcement, nous avons un agent qui interagit avec un environnement. L'agent observe l'état actuel de l'environnement, décide une action, entreprend, exécute cette action. Et en conséquence, l'environnement passe au nouvel état et l'agent reçoit une récompense ou une pénalité, qui est une récompense négative. Le but de l'agent est d'apprendre une politique, c'est-à-dire une stratégie pour choisir les actions en fonction de l'état, de manière à maximiser les récompenses cumulées sur le long terme. L'apprentissage se fait à travers cette boucle d'interaction. État, action, nouvel état, récompense. Sur de nombreuses itérations. Ce domaine a connu d'énormes succès, souvent médiatisés comme nous avons récemment DeepSeek. AlphaGo aussi, Robot Ranking, AlphaGo Ranking des recommandations. Maintenant, Maintenant que nous avons exploré les différentes catégories d'apprentissage, il est important d'étudier la manière dont le modèle est entraîné par rapport à l'arrivée des données. OK. Tout d'abord, nous avons l'apprentissage par batch. Cette approche est plus courante. Le modèle est entraîné en une seule fois sur l'intégralité de l'ensemble des données disponibles. Une fois entraîné, le modèle reste statique et est utilisé pour faire des prédictions. Si les nouvelles données arrivent, le modèle actuel ne les apprend pas immédiatement. Pour intégrer ces nouvelles données, il faut réentraîner le modèle
sur l'ensemble complet des données anciennes et nouvelles, ce qui peut être coûteux en temps et en ressources si l'ensemble des données est très grand. Les modèles entraînés par l'eau sont généralement stables car ils ont vu toutes les données d'entraînement au moment de l'apprentissage. L'apprentissage en ligne, bien online learning. Dans cette approche, les modèles sont mis à jour de manière continue ou séquentielle au fur et à mesure que les nouvelles données arrivent. Une instance à la en instance ou un petit groupe d'instances appelé mini-batch à la fois. Donc, on entraîne par batch. C'est l'idéal pour les flux de données continus où les données évoluent rapidement. Le modèle s'adapte progressivement aux nouvelles informations. Cela permet au système d'apprendre des données en temps réel et de s'adapter rapidement aux changements. Il y a un compromis entre rapidité d'adaptation et la stabilité. L'apprentissage en ligne est plus rapide pour intégrer les nouvelles données, mais il peut, il peut être plus sensible au bruit ou aux valeurs aberrantes dans le flux de données. De plus, il faut faire attention à la dérive des données. On appelle data drift, c'est-à-dire lorsque la distribution des données change significativement par rapport aux données sur lesquelles le modèle a été initialement entraîné. L'apprentissage en ligne peut aider à s'adapter à ces dérives, mais des valeurs aberrantes ponctuelles peuvent aussi perturber le modèle. Choisir entre l'apprentissage par l'eau et en ligne dépend de la nature du problème et de la taille des données, de la fréquence des nouvelles données et des exigences en matière de réactivité du modèle. Continuons à parler de l'apprentissage basé sur l'instance versus le modèle. Euh, ces deux approches différentes dans la façon dont les modèles stockent et utilisent l'information dans les données d'entraînement. L'apprentissage basé sur instance. Dans cette approche, le système ne fait qu'apprendre les données d'entraînement par cœur. Lorsqu'il reçoit une nouvelle instance appréciée, il compare cette nouvelle instance aux instances mémorisées et fait une prédiction basée sur les similarités. L'exemple le plus simple est l'algorithme des plus proches voisins, KNN, K-Nebo. Pour classifier une nouvelle donnée, on regarde les cas données d'entraînement les plus similaires et on attribue à la nouvelle donnée la classe majoritaire parmi les cas voisins. L'apprentissage est minimal pendant la phase d'entraînement et la complexité réside dans la phase de prédiction. L'inconvénient est que la prédiction peut être lente si l'ensemble des données d'entraînement est très grand. L'apprentissage basé sur le modèle. Ici, d'entraînement, le système construit un modèle à partir des données d'entraînement. Ce modèle capture des motifs et des relations générales présents dans les données. Une fois le modèle entraîné, il n'est plus nécessaire de conserver toutes les données d'entraînement pour faire des prédictions. La prédiction sur les nouvelles instances est généralement rapide car il suffit d'appliquer le modèle appris. Des exemples typiques d'entraînement incluent la régression linéaire ou le réseau de neurones. L'objectif des deux approches est la généralisation, faire de bonnes prédictions sur les nouvelles données qui n'ont pas encore été vues. Défis liés aux données. Nous avons quelques défis liés aux données que nous pouvons citer. Nous avons la quantité insuffisante de données, l'échantillon non représentatif, les données bruyantes ou erronées et les caractéristiques peu pertinentes. Deux des problèmes les plus courants et importants dans l'apprentissage automatique sont le surapprentissage et le sous-apprentissage. Le surapprentissage, c'est quand nous avons entraîné un modèle qui nous donne des résultats super excellents.
Souvent c'est du premier coup. Donc, c'est peut-être quand on entraîne un modèle et on a peut-être 100% de précision. Du premier coup, souvent se poser des questions. Donc, c'est-à-dire que ce modèle, dans un environnement inconnu, peut avoir du mal. Donc, le modèle a été optimisé sur les données d'entraînement. C'est là qu'on a sur un overfitting, donc sur l'apprentissage. Et comme vous pouvez le voir, nous avons le sous-apprentissage. C'est le problème inverse. Le modèle trop, est trop simple pour capturer les motifs pertinents dans les données. Il ne parvient pas à bien apprendre, même sur l'ensemble d'entraînement. Un modèle un modèle en sous-apprentissage sera des erreurs élevées à la fois sur l'ensemble d'entraînement et sur l'ensemble des tests. C'est comme un étudiant qui a étudié assez ou qui n'a pas la connaissance de base pour comprendre le sujet. Donc, il ne réussira ni l'ancien ni le nouvel examen. Donc, qui n'a pas étudié assez. Il n'a pas étudié assez. Le remède pour remédier au sous-entraînement est on peut utiliser des modèles plus complexes ou plus riches. Bon, souvent, il y a les modèles classiques et deep learning. Donc, en cas de surentraînement, le modèle classique, le sous-entraînement, le modèle classique, on peut utiliser les modèles de deep learning, vu qu'ils sont un peu plus complexes. Même il y a les modèles euh, classiques, il y a des modèles un peu plus complexes. Feuille de route du cours, nous aurons des travaux pratiques sur scikit-learn, donc pour non, pandas, scikit-learn, pytorch et peut-être TensorFlow. Donc pandas pour l'analyse des données et le reste c'est pour scikit-learn, c'est pour le modèle classique. PyTorch et TensorFlow c'est pour les deep learning et neural network. Nous allons construire des feuilles de modèles et nous aurons souvent des quiz et des projets de synthèse. Merci et bye bye. Rendez-vous à la prochaine vidéo.